Ce soir, Bruno Latour, pour son dernier livre. Bruno Latour, on aura du mal à présenter, s'il faut le faire rentrer dans une petite case universitaire, mais disons qu'il est diplômé de philosophie au départ, anthropologue, sociologue, penseur, dirons-nous, s'il vaut encore un sens, je pense qu'il en a un dans ce cas-là. Il a travaillé sur beaucoup de domaines différents, mais qui sont tous reliés par un projet tout à fait cohérent, puisque vous avez travaillé au Conseil d'État sur la fabrique du droit, par exemple, en épistémologie des sciences également, et puis dans une perspective plus récente sur des problématiques que nous appellerons écologiques, faute d'autres mots pour le moment, où atterrir donc le titre au sens propre, sous-titré « Comment s'orienter en politique », donc on voit qu'il y a aussi une problématique politique également, on ira même jusqu'à la métaphysique peut-être ce soir, où atterrir en écho à cette image que vous développez dans votre livre, cette image d'un avion dans lequel nous serions, et qui a un petit problème puisqu'il est en vol mais qui ne peut plus se poser. Alors pourquoi ? Parce que vous pointez trois phénomènes qui se rejoignent et que vous synthétisez pour décrire la situation actuelle. La première, vous la connaissez, le premier de ces phénomènes, c'est ce phénomène qu'on appelle la mondialisation, la globalisation, la dérégulation générale, l'ouverture des frontières, une ouverture principalement marchande. La deuxième chose est un rapport apparu aujourd'hui d'une équipe internationale d'économistes. La deuxième chose, c'est la hausse ininterrompue des inégalités depuis le début des années 80, le fameux 1% qui se détache de plus en plus. Et puis, troisième chose, illustrée par les prises de position du président des États-Unis, qui est un désengagement des élites, entre guillemets, encore une fois, faute d'autres mots, un désengagement qui se traduit par une sorte de séparation de ces élites du reste de la population, qui n'ont plus ce projet commun d'un monde à partager, tous ensemble, mais qui s'en extraient pour vivre à part, en nous laissant le monde, un monde qui vit ce que vous appelez un nouveau régime climatique et qui se manifeste de plus en plus fortement. Alors, cette situation induit des comportements que vous appelez dans un cas local moins, dans l'autre la globalisation moins, qui sont des espèces de réflexes. Alors pour ce qui est du local moins, c'est cette peur qu'on peut avoir d'un repli sur soi, d'un retour dans des frontières, dans des appartenances, dans des territoires, le mot est ambivalent, enfin au sens premier. Finalement, cette peur de cette mondialisation, cette peur de l'abandon qui se traduit par des phénomènes d'adhésion politique qu'on peut deviner. Et on a vu le Brexit et on a vu la politique de Trump qui vont dans le même sens. L'autre mouvement, autre fuite, mais fuite en avant, qui est celle justement qui va dans le sens de la globalisation, cette espèce de modernisation, encore une fois on pourrait mettre des guillemets, qui consiste à jouer le jeu de ce déracinement et d'une espèce de survol détaché de toutes les appartenances. Donc ce sont deux fuites en avant ou en arrière, comme on veut. S'adjoint à ça un autre phénomène que nous constatons de façon de plus en plus amplifiée également, qui est celui des migrations, qui ont toutes des causes qui se rejoignent. Migration extérieure, on en parlait tout à l'heure, migration intérieure également, puisque certains migrants ou réfugiés quittent leur pays, mais d'autres sont quittés par leur pays. Je pense au livre de Saskia Sassen qui s'appelle Expulsion, qui nous explique que depuis la crise des subprimes aux États-Unis, c'est 14 millions de ménages qui ont dû quitter leur maison. Voilà, donc ces gens qui sont finalement rejetés à l'intérieur même des frontières où ils habitent. Alors la situation, effectivement, vous la voyez, l'avion ne peut plus atterrir d'une certaine façon, puisqu'on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus partir en avant, puisqu'on voit que dans les deux cas, ça conduit dans une forme de catastrophe. Et puis, à cela s'adjoint l'irruption d'un nouvel acteur, que vous appelez le terrestre, qu'on pourra appeler la Terre, qu'on pourra appeler le sol,
Bon là, il faudra définir parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais qu'on appelle aussi plus couramment la nature, c'est-à-dire la nature qu'on a eu pour habitude de considérer comme une forme de décor ou d'arrière-fond sur lequel se détache le jeu des seuls acteurs qui comptaient pour nous, à savoir les humains. Cet acteur, considéré comme passif, se met à agir, lui, à son tour, devient agent également, la Terre réagit, ce qui fait qu'on ne peut plus parler de géographie humaine, géographie physique. Les deux, maintenant, sont mêlés, les deux interagissent, puisque nous sommes entrés dans une nouvelle ère, dont vous avez entendu parler, qui s'appelle l'Anthropocène, à savoir que géologiquement, l'humain influe sur la planète, et la planète réagit à son tour. Alors, une fois que ce constat est posé, vous n'êtes pas le premier à le poser, mais vous le synthétisez de façon très claire, on s'étonne, puisque comme vous le dites, on a vécu depuis, disons, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et même antérieurement, sur des schémas qui remontent à la Révolution, la gauche et la droite, avec une idée de progrès et une idée de réaction, grosso modo. Or, il n'est plus question de ça, il n'est plus simplement question de lutte sociale. Maintenant, la problématique s'est élargie. Elle nous concerne tous, puisque, au sens propre, le sol se dérobe sous nos pieds. Et pourtant, comment se fait-il, simple réflexion de bon sens, comment se fait-il qu'il y ait si peu de réactions finalement? Vous avez la question, c'est la question. Merci. Merci de m'inviter. Vous avez parfaitement résumé l'inquiétude qui est à l'origine de ce livre. Et la question, c'est les origines de l'indifférence relative. Si on prend l'exemple d'il y a 15 jours, où le Monde a publié, en utilisant une titraille qui n'est pratiquement jamais utilisée dans la presse, qui est une titraille de 60, un corps de 60, pour un titre qui est du genre demain il sera trop tard, ou bientôt pour moi c'était demain il sera trop tard. En utilisant un titre, vous avez, enfin une taille de titre qui est à peu près pour une guerre nucléaire. À peu près comme si on avait dit Paris a été bombardé par une bombe atomique ou un truc comme ça. Et évidemment, le lendemain, 15 000 scientifiques, c'était pour annoncer 15 000 scientifiques annoncent qu'il va bientôt être trop tard, et le lendemain, on avait tout à fait oublié cet immense titre de mobilisation générale et de guerre totale, et le lendemain, on revenait à des questions qui sont tout à fait originales. Je ne sais pas comment les uns et les autres réagissaient à cette situation. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait psychologiquement, quasiment, devant cette espèce de dissonance. On a des annonces qui sont de plus en plus assurées, de plus en plus inquiétantes. Quand c'est pas sur le climat, c'est sur les insectes. Quand c'est pas sur les insectes, c'est sur la diminution des espèces. Quand c'est pas sur la diminution des espèces, c'est sur la viande de bœuf que nous mangeons. Quand c'est pas la viande de bœuf, c'est encore autre chose. C'est les poissons. Vous savez combien il est difficile maintenant d'acheter quoi que ce soit dans un supermarché. Si c'est des poissons, est-ce que c'est du thon rouge? Non, mais si c'est un autre, si c'est du saumon d'élevage, non, c'est pas bien. Donc on a toutes ces nouvelles, et en même temps, il faut reconnaître que globalement, ces sociétés dites modernes, futuristes, rationnelles, anticipantes, sont assez peu réactives. Et que si on regarde la courbe d'apprentissage des sociétés industrielles depuis les débuts des COP, ces fameuses grandes messes sur le climat, on ne peut pas dire qu'on voit une accélération rapide de la réaction. Donc, ce qui est très bizarre, c'est que c'est en contradiction totale avec nos habitudes normales. Lorsque nos enfants sont malades, à la moindre alerte, ou lorsqu'on commence à avoir un petit trouble de l'oreille, etc., on se précipite chez le médecin, même si on n'est pas complètement sûr des résultats, on demande peut-être un deuxième avis d'un médecin, mais on se précipite dans l'action. Et là, on se précipite, on se maintient dans l'inaction, en attendant un degré de certitude qui équivaut à quelque chose qui n'a jamais été produit par aucune science. Les sciences ne sont pas capables de produire un savoir absolu. Donc il y a une espèce d'étonnante, disons, hésitation que sur ces sujets,
qui sont les sujets qui portent sur nos conditions d'existence matérielles les plus importantes, finalement, on est pas forcément sceptique, mais on est ce que j'appelle quiétiste, pour utiliser une expression théologique. On dit, bon ben, finalement, ça va s'arranger, on va trouver la solution. Et pendant ce temps-là, chaque jour, on a les articles des journaux qui nous disent, non, ça ne va pas s'arranger, et comme vous ne faites rien, ça ne s'arrange pas. Et donc, les traditions politiques se sont trouvées en décalage. La tradition que vous signalez, fort justement, c'est celle, disons, la lutte sociale contre les injustices sociales qui se sont amplifiées considérablement, et on en sait de plus en plus maintenant avec l'article que vous signalez, le rapport que vous signalez, plus les Paradise Papers d'il y a 15 jours, 3 semaines, un mois, et de l'autre côté, nous assistons, comme vous l'avez fort bien résumé, puisque, au fond, nous sommes tous abandonnés, je veux dire même trahis, par nos élites, c'est-à-dire par ceux qui sont finalement offshore, qui ont décidé, comme on le voit dans les Paradise Papers, finalement de nous laisser à l'abandon. La décision générale dans tous les pays d'Europe, mais pas que d'Europe, en Amérique aussi, c'est de dire, bon ben, puisque la globalisation ne profite finalement, c'est ça que j'appelle globalisation, moins qu'un tout petit nombre de gens qui finalement se fichent complètement de l'existence collective et accroissent les inégalités de façon colossale, rendez-nous nos pays tels que nous les avons connus autrefois. Et donc il y a ce retour massif qu'on appelle populisme, mais populisme c'est un peu vite dit parce que ces peuples ont effectivement été trahis. Et donc c'est à quoi nous assistons, que ce soit en Pologne, en Allemagne avec le nouveau parti d'extrême droite, en France aussi évidemment, en Italie, partout. La réaction est en fait une réaction assez rationnelle, finalement, puisque l'horizon de la globalisation n'est même plus partagé par ceux qui en étaient les vecteurs, disons, puisque eux-mêmes, ce 1% des 1%, ne s'intéressent plus disons, comme vous l'avez dit, fort justement, à partager un monde commun, rendez-vous au pays d'autrefois. Et donc on se retrouve avec des expressions concernant l'appartenance ethnique ou nationale de tous les pays d'Europe et extérieurs qu'on croyait ne plus voir depuis la guerre. Alors ça c'est la situation. Et la question qui se pose maintenant, c'est pour répondre précisément à votre question, la raison de l'indifférence, c'est qu'on ne voit pas où la politique peut mener dans ces deux directions. L'une, parce que les gens qui sont offshore ont des moyens absolument colossaux et n'ont plus d'intérêt commun avec les 9 milliards d'individus, et l'autre, on sait très bien que le retour à des dimensions nationales et ethniques est la moins adaptée à la crise massive écologique dans laquelle nous sommes. Donc le livre est simplement une indication pour dire, bon, cet avion qui ne peut avancer ni là, qui ne peut atterrir ni là-bas, ni revenir en arrière, il faut qu'il fasse un détour. Et c'est ce pas de côté que je vous propose. Où est-ce qu'il va atterrir? Il va atterrir là où les écologistes ont été depuis des années en train de dire, mais c'est là qu'il faut aller, il faut redéfinir notre appartenance. Alors c'est des termes évidemment réactionnaires, un peu au sol, à des façons de... pas forcément la nature, hein, c'est pas la nature, c'est un truc qui ressemble à la nature. En tout cas, c'est des territoires. Et c'est ce mouvement de détour qui pourrait éventuellement redéfinir une différence gauche-droite qui, je crois que tout le monde est un peu d'accord, n'a plus beaucoup de sens. Même si tout le monde, les statistiques de mes amis de Sciences Po le montrent, les gens tiennent beaucoup à la différence de droite-gauche. Les gens savent très bien situer sur gauche-droite. Mais quand vous demandez sur quoi porte votre appartenance gauche-droite, là, ça va dans tous les sens. Donc, nous aimons le label gauche-droite. C'est très difficile pour quelqu'un qui est de droite de dire évidemment, je suis peut-être de gauche, ou des gens de gauche de faire l'inverse. Mais quand on demande, oui, mais sur quoi? En plus, tous les sujets qui sont mobilisés par la question écologique sont des sujets sur lesquels on n'a pas vraiment d'appartenance vraiment très claire. Si on prend, ici à Strasbourg, vous êtes intéressé probablement par les questions de fermeture, de maintien des
une centrale